Moi, je suis née au Liban, ça fait environ 9 ans que je vis à Montréal. Et j'ai fait des études au Liban, puis j'ai une pratique au Liban artistique. J'ai fait des études à l'UQAM, j'ai fait une maîtrise, et puis je continue maintenant. Est-ce que vous m'entendez? J'ai une basse voix. Je fais un doctorat en études et pratiques des arts. Alors j'ai une pratique et je théorise ma pratique. Alors je ne suis pas théoricien, alors je suis praticien et je théorise ma pratique dans mon doctorat. Et là maintenant je connais le travail de Lisha par hasard. Je l'ai croisé dans une galerie là où j'ai travaillé en 2004 et j'ai beaucoup aimé son travail. J'ai fait un suivi sur son travail. Il a exposé 3 fois depuis 2004 ici, c'est la 4e fois je pense au Québec. Et j'ai vécu toute la guerre civile et je lis beaucoup de nouvelles et j'essaie de saisir un paysage sur des conflits, surtout dans le Proche-Orient, là où j'ai vécu pas mal de temps. Et alors ce que je vais faire maintenant aujourd'hui, je vais à partir de son œuvre qui est là et créer faire une analyse un peu sur la narrativité ou narratologique, c'est un terme qu'on utilise en littérature, mais je ne vais pas le calquer, mais je vais l'utiliser sur cette œuvre. J'espère que vous avez vu cette œuvre, elle est assez complexe, on a besoin de beaucoup de temps pour la voir. Et je vais poser des questions sur ce qu'on appelle politique et ce qu'on appelle image. Qu'est-ce que c'est voir une image? Alors je vais un petit peu lire et puis expliquer ce que j'ai écrit et commenté. Voir une image est-il un acte politique? La construction des images médiatiques de guerre est un objet de l'œuvre de Lisha. Et l'installation de celui-ci semble une reconstruction de ce même type d'imagerie. Il est évident que l'auteur opte pour une stratégie de construction d'images semblable à celle des journalistes. Quelle est la signification de telle stratégie? Comment peut-on voir cette installation? 2 questions pour moi qui sont suffisantes pour poser le rapport entre auteur et spectateur à travers l'œuvre. Moi, je différencie entre auteur et artiste. L'artiste, il a le statut social, c'est une personne qui vit, qui vieillit, qui change d'avis. Mais l'auteur, c'est en rapport avec l'œuvre. Il est une construction du spectateur, c'est-à-dire celui qui vient, qui écoute, qui regarde, qui se déplace devant l'œuvre. Et si le spectateur n'est pas là, l'œuvre n'est pas là et l'auteur n'est pas là. Alors l'auteur, il n'est pas quelque chose de réel, mais on le voit à travers l'œuvre. Et là, il y a une tension, une sorte de dialectique entre spectateur et auteur. Alors je pars de là, alors je vais utiliser le mot auteur par artiste pour parler de ce que l'œuvre dit, c'est-à-dire celui qui est derrière l'œuvre nous raconte, ou qu'est-ce qu'il veut nous montrer, ou qu'est-ce qu'il veut nous faire voir. Pour répondre à ces questions, j'aborde dans l'œuvre de Lisha, How do we know what we know? Le point de vue discursif portant sur le processus journalistique tout en soulevant les aspects esthétiques et politiques. En premier lieu, je vais essayer de déchiffrer ce discours en menant une réflexion sur la structure narrative de l'œuvre, sur la posture de l'auteur et du spectateur par rapport à la narrativité. En deuxième lieu, je vais définir rapidement ce qu'est une image et que signifie voir une image dans l'œuvre d'Elisha. Quand je parle narrativité, c'est-à-dire on raconte, on narre. Mais en fait, on ne trouve pas de mots quand on parle des images avec ce qu'on appelle la parole, c'est-à-dire un narrateur. Et parfois on calque ou on utilise des terminologies qui sont dans la littérature, mais dans l'image ou dans les images, les imageries, plutôt, on peut parler d'un viseur, qui est celui qui est derrière le viseur, et celui en même temps qui raconte quelque chose. C'est pour cela, parfois, les termes ils ne sont pas très précis, à mon avis, mais je vais essayer d'utiliser
répéter les mêmes termes pour ne pas faire des confusions de sens. Il me semble que dans notre cas, une analyse sémiologique et structurelle est nécessaire. Mais avant de commencer cette analyse, je dois au début définir deux termes interliés dans l'art, à savoir la politique et l'esthétique. L'esthétique, c'est le rapport entre le spectateur et l'œuvre, ce rapport de perception. Je me fie dans ce cas à Jacques Rancière. C'est un philosophe contemporain français qui a revisité le concept de l'art, son efficacité et son rapport à la politique et à l'esthétique. Il dit que l'art fait une rupture entre effet et cause. En d'autres termes, l'efficacité de l'art n'est pas spécifiée d'avance. Ainsi, l'effet est indéterminé, l'effet de l'art. Il explique que l'art crée un dissensus, il n'est pas consensuel. Et l'acte de dissensus est un acte politique par opposition à la police. Il explique qu'est-ce que ça veut dire police. La police se rapporte à l'ordre des tâches et les fonctions des choses, des individus et des communautés dans la société. En revanche, la politique change un ordre, une tâche et une fonction de l'individu ou de la communauté dans la société, sur le plan discursif ou pratique. Ainsi, la politique s'associe en quelque sorte à l'émancipation. Alors, ce sont deux principes qui se rencontrent, la police, comme ce que Rancière dit, le traitement de tort et le processus d'égalité. Ils se rencontrent. Okay? L'esthétique, pour lui, il continue, l'esthétique politique, ces deux paradoxes pour lui, est un changement de place de fonction du sujet ou de l'objet de l'œuvre. Par ailleurs, la politique esthétique, alors les interchanges, est la transgression ou la proposition de nouvelles formes de présentation dans l'espace de représentation. C'est-à-dire quand on trouve des nouvelles formes, on parle de politique, forme de présentation, que ce soit dans le lieu ou dans sa construction interne de l'œuvre, on parle du politique esthétique. J'étais obligé de définir ça parce que le mot politique, toujours on a peur de ce mot et on le confond avec le sujet ou l'objet d'étude. Et je vais aboutir là, après, je vais dire que dans la structure de l'œuvre esthétique, elle est politique. Et comment regarder ça? Je vais proposer mon approche. Revenons à l'œuvre de Licha et je vais décrire et puis déchiffrer la posture de l'auteur et du spectateur liée à la politique et l'esthétique. Cette installation à caractère documentaire, où la fiction et le documentaire comme genre se mêlent, est composée d'imagerie, de meubles, d'un écran et de textes. L'espace est aménagé faisant appel à un lieu hôtelier. Je parle de l'œuvre, auparavant occupée par les journalistes. L'installation forme une composition ou une mise en espace axial où l'écran suspendu au milieu de la salle crée un centre partageant et liant à la fois toute l'installation. Alors celle qui est au milieu, elle partage elle est centrale. D'ailleurs, l'artiste Emmanuel Licha m'a expliqué durant une conversation téléphonique que l'installation n'est pas nécessairement composée d'une seule œuvre, mais plutôt d'un ensemble d'œuvres, de sorte qu'il pourrait par exemple projeter seulement une vidéo en tant qu'œuvre à part. Toutefois, cet énoncé qui est autour de l'œuvre et que je nomme para-œuvre n'a pas de trace dans l'exposition. Puisqu'elle n'a pas été annoncée ici, alors on ne peut pas la prendre en considération si on entre comme spectateur qui n'a pas écouté cet énoncé. Cela permet aux spectateurs libres et désintéressés à composer un paysage de l'ensemble par le biais des données offertes dans l'expo, à savoir le communiqué, le téléviseur, les vidéos et les imageries. En effet, le mode de voisinage des parties de l'installation convie le spectateur à faire des liaisons entre les données suivantes: la figure spatiale du lieu hôtelier, l'écran liant les deux vidéos, le sonal se propageant, le jingle, on ne l'écoute pas maintenant parce que chaque 5 minutes on entend la générique des nouvelles de la BBC, Al Jazeera, le sonal se propageant dans la salle tissant des liens temporels dans toutes les
la réitération de tout le processus de voyage journalistique à travers une cartographie imagière et textuelle, ce qui est là. Alors, il y a une répétition de ce qui est dans la vidéo. Pourtant, on est sûr que les parties de l'installation, prises chacune à part, pourront pleinement former des œuvres singulières. Donc, nous pouvons considérer que l'installation est un tout composé des parties. Et le saisissement de l'ensemble des parties se fait par des étapes conditionnées par le rapport de l'architecture de l'espace et son aménagement, d'une part, et le mouvement du spectateur. C'est-à-dire comment on aménage ici. On peut, au fur et à mesure, construire l'ensemble de cette œuvre. En effet, à l'entrée de la galerie, le spectateur rencontre le babillard et le communiqué sur la table, s'il lit la communiqué, et en mettant, alors en premier lieu il voit ça, et en montant sur les deux marches, le téléviseur, excusez-moi, non, ok. En montant sur les deux marches, il y a deux marches, excusez-moi, le téléviseur syntonisé à la chaîne Al Jazeera anglaise s'impose comme premier élément visuel. À gauche, le spectateur voit l'ensemble et puis au fur et à mesure, il va construire tout l'ensemble de l'installation. Il va faire des liens entre... il va créer ce que j'appelle, moi, un aménagement mental fondé sur la logique de toute l'installation. Je vais partager cette installation en deux parties. Ça va être un petit peu abstrait si vous n'avez pas vu l'œuvre avec les détails, parce que je suis entrée vraiment dans les détails il y a deux parties. Il y a la première partie de l'installation qui est l'écran. Il y a une vidéo quand on entre, et puis il y a cette vidéo avec l'installation des imageries. Ils sont différents et interliés en même temps. Alors, le téléviseur rappelle les lieux publics des bistrots et des cafés, dans notre cas l'hôtel. La chaîne Al Jazeera évoque la vaste place de la couverture des événements dans le monde arabe et musulman, d'une part, et la ressemblance de cette chaîne de télévision aux autres chaînes mondiales. Alors, la Al Jazeera, c'est comme BBC, c'est comme la CNN, mais elle couvre, c'est la télévision qui couvre le plus ce qui se passe dans le monde arabe et musulman. Il y a deux chaînes, en fait, il y a une anglaise et une arabe, et ils ne sont pas les mêmes. Le contenu de la chaîne anglaise, elle s'adresse à des spectateurs anglais, et là-bas, l'arabe, c'est à des spectateurs. Alors, il y a l'humeur change avec le contenu même. La voix hors champ de la télévision, de la chaîne, met en question la pertinence médiatique de la forme et du contenu des événements et ouvre le champ de réflexion sur celle-ci. Le sonal intermittent annonce à la fois une présence d'un événement dramatique et une absence de récit, parce qu'il y a toujours les génériques qui lancent quelque chose qui va se passer, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Ainsi, le sonal tisse un lien temporel avec tout l'espace de l'installation. La vidéo, qui est de l'autre côté, compilation filmique, prend en charge la figure mythique du journaliste, à savoir celui du héros qui déchiffre et dévoile toutes les réalités. À travers la notion des éléments architecturaux de l'hôtel occupé par les journalistes, l'auteur décompose et même fragmente toutes les intrigues policières. Dans les films, il y a une intrigue policière que les reporters entrent dedans pour déchiffrer toutes les réalités. Cette compilation de vidéos, elle fragmente toute cette idée et puis elle démonte avec un classement qui ressemble à un rangement des documents dans un ordre architectural, évoque l'effondrement certain de cette figure journalistique. Dans ce premier groupe, la voix de l'auteur est hors diégèse, c'est-à-dire hors récit. Quand je parle diégèse, c'est-à-dire la spatialité, la temporalité dans le récit. Et le point de vue est omniscient, c'est-à-dire quelqu'un qui est dehors, qui regarde tout. On essaie de tisser des liens, on n'est pas dans le récit.
Autrement dit, le spectateur ne fait plus un exercice d'ubiquité dans la narrativité de l'œuvre que dans le cadre d'un témoin à l'extérieur de l'œuvre elle-même. C'est-à-dire, on regarde de l'extérieur, on n'est pas dedans. Paradoxalement, le corps du spectateur se situe dans le lieu hôtelier fictif, parce que l'installation est un lieu qui ressemble à un lieu hôtelier. Donc, on est dedans. En même temps, on regarde à quelque chose qui se rapporte à un lieu hôtelier, mais on est dehors. Elle crée une tension, comme si on regarde un miroir. On est dedans, mais on est à l'extérieur. Comme j'ai mentionné auparavant, l'installation est un tout avec des parties incluses. En effet, l'écran suspendu sur lequel la vidéo de compilation filmique, cet écran, est projeté sert comme un autre écran sur sa seconde face pour la vidéo à caractère documentaire. Alors celle-là, elle a un caractère documentaire, c'est comme un reporter qui s'en va pour chercher des informations et transmettre une réalité ou un point de vue de la réalité. Il introduit sur le plan narratif le deuxième groupe de l'installation, en l'occurrence la vidéo documentaire, et puis la cartographie ici, imagière et textuelle. Dans ces parties de l'installation, la posture de l'auteur ainsi que celle du spectateur oscille entre le dedans et le dehors de la narrativité. Il est clair que l'écran crée une tension entre la figure mythique du reporter ou du journaliste et sa déconstruction par les différentes postures de l'auteur et du spectateur, précisément de celui qui semble être derrière le viseur. À l'évidence, la seconde vidéo propose un récit autour du processus journalistique. Elle pose les mêmes questions exposées dans le communiqué et principalement dans le titre de l'installation, How do we know what we know, portant sans ambiguïté sur la modalité de la couverture des événements traumatiques, autrement dit sur le mode d'un savoir particulier. Parce que la construction des images médiatiques, c'est un savoir, en fait, comme l'installation, comme l'art est un savoir. En effet, la vidéo est très chargée de narrativité qui suscite beaucoup de commentaires. Alors je me contente seulement sur la structure générale de cette narrativité, ce que j'appelle la linéarité et la circularité dans la vidéo. C'est une vidéo en boucle, il n'y a pas de début ni fin, il y a 3 questions qui se posent. Cette vidéo documente l'espace occupé par les journalistes couvrant les nouvelles d'un camp des réfugiés syriens en Turquie. On remarque 3 séquences dans cette vidéo: le lieu de l'hôtel auparavant occupé par les journalistes, la création et la diffusion des imageries du camp des réfugiés en question et le départ des journalistes. Dans ces 3 séquences, la posture de l'auteur est démultipliée, c'est-à-dire celui qui a construit les images, il a une posture démultipliée. Comment? Celui qui investigue, parce que parfois on voit la caméra, elle est très basse, elle voit d'en bas, comme si elle est cachée. Alors c'est quelqu'un qui investigue, qui cherche comme une intrigue policière. Alors ça fait un rappel sur l'intrigue policière sur les compilations filmiques. Celui qui interviewe, parce qu'il interviewe le propriétaire de l'hôtel. Celui qui est impartial et témoin, c'est-à-dire un plan fixe. Celui qui est omniscient, qui pose des questions sur toutes les séquences. Ces postures se conjuguent à travers le texte et principalement la variété de points de vue de la caméra, à savoir le travelling stable et hésitant, la caméra cachée, le plan fixe. On dit travelling, c'est-à-dire la caméra qui bouge, parfois elle hésite, et on trouve le travelling, si vous voyez maintenant toutes les vidéos qui sont tournées dans des lieux de conflit par des amateurs, toujours ils ont peur, alors ça bouge, et ça, le point de vue nous dit, voilà, on est là, et puis quelqu'un qui a peur, et moi j'ai peur, je vois pas, à peine je vois. Et dans ce sens, quand je dis le travelling qui bouge, qui est hésitant, quand Emmanuel Licha, ou l'auteur, a fait le trajet autour du camp, alors la caméra était dans la voiture, elle n'est pas stable, elle bouge un petit peu, elle est hésitante, c'est-à-dire en cachette, elle fait ça
parce que c'est pas permis, jusqu'à ce que la personne dit stop, vous pouvez plus bouger, alors arrêtez. En somme, l'auteur se positionne une fois à l'intérieur de son récit et une autre fois à l'extérieur. C'est quand il y a un cadre fixe, on regarde, on n'est plus à l'intérieur. Comme si on est quelqu'un qui regarde tout le paysage et puis on est dehors. Et ça dépend comment on le présente. Et quand la caméra bouge, on est dedans, on devient dedans. C'est comme dans la narrativité, on dit le je, le pronom personnel, je fais telle chose. Quand je raconte, comme ici, il parle je. Il présente le je, c'est-à-dire il devient lui-même dans l'œuvre. Il n'est pas à l'extérieur, quelqu'un qui regarde de l'extérieur. Ainsi, il jette un regard, je parle de l'auteur, sur le dispositif médiatique tout en faisant partie de celui-ci. Alors, il parle de quelque chose qui le critique ou qui essaye de les déchiffrer en faisant la même chose en entrant dedans. Il devient lui-même objet et sujet, c'est-à-dire sujet qui regarde et objet étudié par lui-même. Ce qui rend l'auteur à la fois un sujet regardant et sujet regardé. Celui-là qui cherche à dégager un savoir sur la modalité d'une couverture journalistique utilise les mêmes modalités. Ainsi, l'auteur nous ramène, comme nous, spectateurs, avec lui vers un cercle vicieux ressemblant à la narrativité circulaire de cette vidéo, parce qu'elle est en circulaire. D'ailleurs, l'imagerie accrochée au mur cartographie la diégèse dans un ordre linéaire. Il y a un début, un fin. On commence par là, on peut commencer par là, là, et finir là-bas. Alors, il n'y a pas une boucle. On peut le lire comme un livre, ici. Et elle semble une réitération de la vidéo documentaire. Elle ressemble à celle-là, mais elle est tout à fait différente. Mais elle est, en matière narrative, une arborescence des liens entre la posture du sujet regardant et la connaissance de l'objet d'étude. En plus, cette arborescence dévoile par sa logique d'ordonnancement des aspects de la complexité des impacts sociaux des événements traumatiques et de la modalité du savoir. C'est-à-dire là, il est très clair, Lisha, quand il dit, voilà, il y a un événement traumatique, à savoir les gens qui sont déplacés de la Syrie, puis sont allés dans un camp qui a été fermé par le gouvernement turc, et puis tous les médias sont allés là-bas. Ces mêmes gens qui sont là, ils étaient des clients pour les hôtels qui travaillent plus. Et au moment où les journalistes sont venus pour couvrir cet événement, alors le travail des hôteliers là, de l'hôtel a recommencé de nouveau. Et à la fin, dans la vidéo, il dit, quand ils partent, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, l'impact, il est très diversifié. Tout ce paysage qui raconte l'auteur autour d'un événement élargit notre connaissance et il soulève beaucoup de questions, pas seulement sur le processus de construction médiatique, mais comment nous, comme étant des gens qui consomment ces images, comment on peut voir des expériences traumatiques ailleurs. La structure de cette cartographie imagière et textuelle positionne le spectateur dans une posture d'un regardeur omniscient. Autrement dit, un spectateur qui rassemble tous les éléments de l'installation. En effet, le spectateur se met en face de deux énoncés performatifs. Le premier se situe dans les 4 images séparées à gauche, ici, qui expriment parallèlement à l'ensemble de l'installation une correspondance entre ce qui est du genre fiction et de ce qui est documentaire. Dans ces 4 images, il parle d'un journaliste turc qui a joué dans un film. En haut, là, il est filmé, il a joué. Et là, il fait un rapport entre quelqu'un qui a un travail journalistique, et puis il est comédien en tant que journaliste dans une fiction. Mais cet énoncé n'est pas importante en lui-même. Ce n'est pas une question de parler de documentaire et fiction.
Il est plutôt une signification équivoque de la posture du sujet regardant. Le sujet regardant, sa place, elle est brouillée. Il ne sait plus là, il est dedans ou il est extérieur. Il regarde quelque chose. Est-ce que c'est vrai que c'est passé ou pas? Peu importe. Alors comment je peux créer un paysage sur quelque chose qui s'est passé? Alors il est toujours en position intervalle celui qui regarde, et l'auteur et le spectateur. Le deuxième énoncé se résume dans la citation « Je vais voir les journalistes de guerre en toute sécurité ». Là, c'est une phrase tirée d'ici. Il dit « Je vais voir ». Le jeu, là, il est dedans maintenant. Il est dedans cette installation. Quand je dis « je », c'est quelqu'un qui raconte sa vie. Et on dit c'est un narrateur qui est dans le récit, il n'est pas à l'extérieur. Je ne raconte pas qu'il y a une personne qui est allée là-bas. Okay. Cette citation exprime deux choses importantes. Une tension entre l'idée de guerre et la sécurité, c'est-à-dire un contraste entre l'insécurité de l'objet regardé par les journalistes et la sécurité du sujet regardant les journalistes. C'est-à-dire celui qui s'en va là-bas, il va regarder un événement traumatique, mais il est dans l'hôtel. Et là, il y a une liste des prix. Pour aller couvrir ça, c'est pas assez cher. C'est pas quelque chose de... Alors, ce rapport entre la sécurité et l'insécurité crée une tension, un malaise pour celui qui regarde. Où est-ce que la politique réside dans cette œuvre? En effet, l'objet abordé en rapport avec la guerre ou le dispositif médiatique n'est pas un sujet politique, mais c'est un objet probable d'un sujet politique. La politique réside sur deux plans principaux. Le premier concerne en matière discursive le glissement du statut de l'artiste et sa tâche vers le statut de journaliste et de l'amateur. Je dis l'amateur, celui qui a un téléphone qui filme quelque chose qu'il envoie pour l'exposer dans un dispositif médiatique. C'est le changement de la place de la fonction de l'artiste durant le processus de production artistique. Le second se résume par la question posée dans la vidéo « Do we still need journalists ?» Cette question dénote du processus d'égalité entre le document et le témoignage amateur et ceux du reporter. Processus d'égalité, c'est un terme utilisé par Jacques Rancière, et c'est un principe opérateur de la politique. Et c'est un principe universel, ce n'est pas un idéal. Et il fonctionne dans ce qu'il appelle le politique comme un espace de la politique, c'est-à-dire processus d'égalité, et de la police, c'est-à-dire traitement de tort. Vous avez le droit, vous n'avez pas le droit. La question, quand l'artiste se permet, ou il s'en va, il prend un autre statut, il élargit sa fonction et sa tâche. Dans ce sens, il y a un processus d'égalité, il y a de la politique. Et ce n'est pas le sujet, l'objet. C'est-à-dire, si on parle d'un trauma, on ne parle pas de la politique. Ce n'est pas un acte politique. Par contre, c'est un acte de police violent. Le camp, c'est un acte, c'est le résultat d'un acte de police violent. Ce n'est pas de la politique. La politique, c'est un processus d'égalité. On change le terme, c'est-à-dire on redéfinit ce terme. Je vais passer de suite sur la question concernant l'image, comment on regarde, qu'est-ce qu'on voit. Je ne tarde pas beaucoup. Que voit-on comme image dans cet ensemble complexe de sensibles? Je dis sensible, c'est-à-dire que tout ce qui est, on peut le voir, qu'on peut le toucher, qu'on peut l'entendre, c'est-à-dire imagerie d'objets, sons, etc. Est-il nécessaire qu'on fasse comme une telle analyse, ce que je fais, pour voir ce qu'on appelle une image? Que veut dire image et voir une image? La question est très ambitieuse pour y répondre. Toutefois, je voudrais proposer rapidement, pour conclure et ouvrir le champ d'une conversation, qu'est-ce qu'on peut voir dans l'exemple de l'œuvre Lisha? La réponse semble évidente.
tout ce que j'ai dit par exemple. Mais ce n'est pas le cas. Cette analyse n'est pas nécessaire pour qu'on puisse voir une image ou plus. En me basant sur la thèse de Marie-Josée Mondzein, c'est une philosophe française contemporaine, je parle du postulat que l'aveugle peut voir une image. Et je dis que l'image n'est pas le sensible, mais elle a un jaillissement par le biais du sensible, c'est-à-dire tout ce qui est matériel qu'on voit. Elle est un aboutissement d'un ensemble de connaissances expérientielles, c'est-à-dire qui se rapportent à l'expérience personnelle, d'émotions, de raisonnements, de rêves, d'habitus, de mythes, etc. Cela dit aussi que voir une image, ce n'est pas exclusivement individuel. On voit aussi ensemble. Aussi, voir une image ne se restreint pas à l'art, mais l'art est le milieu sensible par excellence de l'image. Mondzein oppose l'idole à l'image, c'est-à-dire l'image n'est pas une incorporation dans le sensible, plutôt elle est une incarnation. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire incorporer? C'est-à-dire, elle fait partie, elle ne bouge plus. Elle fait partie, et elle dit tout ce qu'elle a à dire. L'idole fait tout, fait voir tout, et ce qui est donné à voir n'est pas négocié ou discuté. Il est là tout entier et infiniment justifié sans argumentation. C'est ça l'idole. Alors elle crée une tension entre l'image, qui est une liberté, qui est quelque chose qui se construit. Elle est une liberté et paisible, et se trouve non pas dans ce qui fait montrer, c'est-à-dire l'objet, mais dans ce qui est hors champ, et entre ce qui est donné à voir. C'est-à-dire ici, là, pour être plus tangible, c'est-à-dire entre les images, le rapport entre les objets. Ce qui est donné à voir, c'est pas ça l'image. C'est la construction du spectateur, d'une image globale, d'une image mentale, qui crée ce qu'on appelle. Pour être plus clair, je dis la construction d'une ou plusieurs images dans l'œuvre du Licha ne se fait pas dans les imageries elles-mêmes. En effet, les imageries utilisées par Licha sont toutes usuelles sur le plan de la composition et du contenu. Ça, c'est des images, on les trouve partout. Partout. Et lui, il les cherche, et puis il les rassemble. Tout le cadrage, on les trouve partout, dans les médias. Ce qui est à voir, c'est le rapport entre les imageries, c'est-à-dire ce qui est entre et hors champ. En d'autres termes, la logique de l'ordre, du voisinage, de la distanciation, du rapprochement des éléments, le découpage des imageries est le lieu favorable où peut se voir l'image. C'est ici qu'on peut voir les images, entre les choses et dans l'ordre, ici, parce que on les voit partout. C'est ce rassemblement qui crée un lieu pour l'image. Et c'est là que l'intention du spectateur entre dans l'enjeu de la construction de l'image afin de mener une conversation avec l'autre. Mais là, le spectateur, il est libre, il peut voir tout ce qu'il veut, il a une culture. Et la construction de l'auteur dépend de ce spectateur qui construit. À mon avis, il y a deux images dans cette œuvre. Et je vais les formuler en phrases. La première est celle de l'endiguement discursif du savoir portant sur les événements traumatiques. La deuxième image est celle de la complexité de la construction d'un récit portant sur le trauma. Sur le quoi? Sur le trauma. Je dis trauma parce que là, pour conclure, je vais dire, si le changement de la place de l'auteur et le glissement de son statut, de sa tâche et de sa fonction dénotent d'un processus d'égalité, donc de la politique, est-ce que le spectateur, au moment de voir une image, change-t-il de tâche ou de statut? C'est-à-dire quand on voit, nous, on construit, est-ce qu'on change de statut, nous? Si le spectateur mène une conversation avec autrui par le biais de l'œuvre, fait-il de la politique? Il me semble voir une image fait partie d'un acte d'un savoir global et divergent, et tout savoir tenant compte d'un élargissement de l'ordre discursif, c'est-à-dire de la logique de l'exclusion et de l'inclusion, c'est-à-dire ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Quand on élargit ça, il entre dans le domaine de politique.
dans lequel le traitement de tort s'articule avec le processus d'égalité. Donc, voir une image est un acte politique, à mon avis.